pas interdire les plans à trois, on va pas interdire l'infidélité, on va pas interdire le polyamour. Le bruit et la fureur. Rien à foutre. Nique ta mère. Madame Pécresse, c'est Madame 20h02. À 20h02, elle appellera à voter pour Emmanuel Macron. Silicon Valley en Seine-Saint-Denis, c'est plutôt la Silicon voilée, non? Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Au revoir. Allez, bonjour messieurs, bienvenue dans ce 53e épisode de Divergence sur Divergence Politique. Comment allez-vous? Bonjour Alexis, impeccable, merci. Eh bien, parfait. Alors Xavier, je te sens un peu chafouin, je pense que c'est les déclarations de Trump, on va en parler longuement dans cette émission, qui peut-être te rendent chafouin. Je rappelle, dans ce 53e épisode, vous le voyez, on va parler de la guerre. Est-ce que la guerre est déclarée entre les États-Unis et la Russie? Je rappelle qu'on tourne cette émission, qu'on est donc vendredi matin et qu'on suit forcément l'information jusqu'à hier soir. Alors justement, c'est important parce que hier soir, il s'est passé beaucoup de choses avec Donald Trump qui a encore une fois tourné Cosaque par rapport à ses précédents propos. Alors, il y a des sanctions sur les hydrocarbures, on va en parler. Il y a une réunion, en tout cas en Hongrie, qui est annulée. Pour l'instant, on va en parler. Et puis, enfin, c'est le thème que vous avez choisi. Alors, excusez-nous, on s'est trompé. Je supprime, je remets le sondage. On s'est trompé, c'était pas Divergence 52, c'était bien entendu Divergence 53. Et vous le voyez, alors vous avez voté donc 35% sur la rencontre Trump-Poutine, ça tombe bien, c'était dans nos discussions. Et on va finalement, on a choisi, puisqu'on a un militaire de carrière, eh bien de parler de, après Ursula von der Leyen, l'état-major français qui prépare l'armée au choc face à la Russie. J'ai mis les guillemets puisque ce sont les mots exact de l'état-major français. Donc, dans 3 ans, messieurs, il faudra passer à la guerre. On va en parler de ce troisième thème choisi par les internautes. Xavier, avant toute chose, Trump, ses déclarations ce jeudi sont sorties de nulle part. On était plutôt dans une séquence où on imaginait des relations s'améliorer, en tout cas un dialogue constructif de travail en vue de cette réunion en Hongrie. Finalement, il n'y aura pas de réunion en Hongrie. Et en plus, il y a des grosses sanctions qui ont été mises hier, d'après Trump, sur la Russie. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Trump fait du Trump, hein, c'est-à-dire que ça peut être très bien le contraire la semaine prochaine. De toute manière, Madame Leavitt, qui est porte-parole de la Maison-Blanche, a déclaré hier que non, la réunion n'était pas annulée, qu'elle pourrait encore avoir lieu. C'est un peu aussi ce qu'a dit Trump quand il a déclaré lui-même qu'il n'irait pas, qu'il voulait pas y aller pour rien. Je pense que Trump espérait toujours que la Russie accepte un cessez-le-feu sur la ligne de front. Ce qui était de toute manière inimaginable. Et puis, je pense aussi à l'action autour de Trump de gens comme Scott Bessent, qui est le secrétaire d'État au Trésor, qui est le monsieur sanction de l'administration de Trump. C'est à lui qu'on doit la catastrophique politique vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'Inde, vis-à-vis des BRICS en général, et vis-à-vis de la Russie. Donc, il y a aussi à mon avis, un autre aspect, c'est que je pense que Trump considère que la situation n'est pas mûre. Il veut donner du temps à l'armée russe pour finalement arriver elle-même aux frontières des régions de l'Ukraine qui sont désormais une partie du territoire russe. C'est-à-dire prendre l'essentiel du Donbass, de Zaporozhye, ce qui là semble une perspective envisageable dans les mois qui viennent. Et après, pour Kherson, ce sera un peu plus compliqué. Mais globalement, il se dit que ce sera beaucoup plus facile pour Zelensky d'accepter un cessez-le-feu sur la ligne et pour Poutine d'accepter un cessez-le-feu sur la ligne de front actuelle, si jamais les Russes sont déjà aux frontières des oblasts. Donc je pense que c'est ça c'est un peu ça son idée. Mais voilà, et concernant les sanctions, il suffit de voir la bourse. Donc il y a deux compagnies qui ont été sanctionnées, c'est Rosneft et Lukoil. Elles ont dévissé de 5% seulement.
Et puis là, elles sont en train de remonter. Et toutes les réactions qu'on a pu avoir des spécialistes en Russie, de Vladimir Poutine lui-même a dit oui, c'est embêtant, mais bon, on va s'en sortir de toute manière. Ça fait 3 ans, que les Russes et les Indiens et les Chinois ont pris des mesures qui leur permettent de contourner les sanctions. Comme le pétrole ou le gaz est payé en monnaie nationale, ça laisse aucune trace. Personne ne sait ce qui est. Il faut juste suivre les tankers, et même ça, c'est pas. Et vous avez maintenant des pays, par exemple, puisque pour prendre l'exemple du gaz, la Chine, elle reçoit maintenant entre 6 et 7 méthaniers par mois de Arctic LNG, donc qui est un spot de production de gaz dans l'Arctique qui est sous sanction depuis Biden. Et la Chine, maintenant, reçoit 6-7 méthaniers ouvertement. Elle n'en a absolument plus rien à faire des sanctions de Trump. Donc voilà. Fabrice, bon, message très positif de Xavier. Moi, je pense un peu trop positif, Xavier, que Trump imagine faciliter ou faire le travail pour la Russie. Ça, j'y crois pas une seconde. Xavier, je te le dis en toute honnêteté. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. C'est pas ce que j'ai dit. Ouais, mais tu sous-entends qu'il laisserait volontairement ou qu'il trouverait des astuces pour laisser du temps à la Russie pour avancer sur le terrain. Bon, moi, je rentre pas dans cette considération, mais je suis pas persuadé que Trump veuille le bien des Russes. Fabrice. C'est pas comme s'il avait le choix, en fait. Le problème, c'est que tout ça se fait sur fond d'avancée russe sur la ligne de front. Les Russes avancent partout. Je suis d'accord. Trump se dit. Donc, Fabrice, Trump ne décide de rien vis-à-vis de la Russie. C'est Poutine qui a toutes les cartes. On verra. Justement, Fabrice, en parlant des cartes, ceci étant, on a deux réactions qui sont importantes et qui sont à prendre en compte de manière claire et nette. C'est la réaction des Chinois et des Indiens. Alors justement, suite à ces annonces de sanctions sur les sociétés hydrocarbures russes, comment ont réagi les partenaires principaux de la Russie ? Non, mais d'abord, il faut rappeler quand même quelque chose. C'est que la Russie, c'est aujourd'hui le troisième producteur, ou le deuxième ou le troisième producteur de pétrole dans le monde. Donc, les marchés mondiaux ne peuvent pas se passer de la Russie. Parce que de toute façon, si la Russie arrête de vendre du pétrole, mécaniquement, il y aura une très forte augmentation du prix du pétrole dans tous les pays du monde. Et donc, le manque à gagner par le volume que la Russie n'aura pas vendu sera compensé, en tout cas en partie, par l'augmentation des prix. Et d'autre part, ça va créer une crise majeure au niveau de l'énergie mondiale. Donc, de toute façon, c'est complètement stupide d'imaginer un seul instant que les sanctions à l'encontre de Rosneft et de Lukoil vont pouvoir fonctionner. Alors certes, là, on a entendu hier que certains gros clients chinois et indiens avaient suspendu, mais le terme est très important, suspendu leur achat par rapport au pétrole russe. Mais encore une fois, c'est juste le temps de trouver des nouvelles voies. Moi, ça me rappelle exactement février 2022, quand l'opération spéciale commence. On se souvient parfaitement qu'à ce moment-là, en Russie, à Moscou, dans les magasins, c'est vrai qu'il y a eu un moment de flottement qui a duré quelques semaines, voire peut-être un mois ou deux, le temps que des nouvelles voies d'approvisionnement se mettent en place. Et tout est revenu à la normale, donc quelques semaines après. C'est exactement ce qui va se passer là avec le pétrole. Xavier l'a rappelé tout à l'heure. En fait, tout a déjà été mis en place. Il y a une flotte fantôme de pétroliers russes. Le paiement de cette énergie russe se fait en monnaie locale, nationale, je veux dire. Elles se font plus en dollars. Donc, en fait, là, il va juste manquer quelques petits points à réajuster. Et évidemment, les Chinois et les Indiens continueront à acheter du pétrole russe. Et de toute façon, il reste encore, quoi qu'il arrive, une dernière carte dans la manche des Russes, c'est que s'il faut, ils continueront à baisser leur prix à eux du pétrole, quitte à gagner un peu moins d'argent, mais évidemment, à ce moment-là, les clients chinois et indiens continueront à acheter parce que c'est tout simplement l'offre et la demande. Et que les clients voudront continuer à faire un maximum de profit sur du pétrole. Donc, quelle est la de toute façon, pour la Trump a mis Russie, ses sanctions uniquement. Je pense qu'à ce niveau-là,
Alors, on a un petit décalage où on a perdu Fabrice, visiblement. Xavier, est-ce que tu vois toujours Fabrice parmi nous? Oui, oui, il est là, mais il est gelé. Et il est gelé. Donc, voilà. Xavier, justement, question technique sur ce que disait Fabrice, c'est très intéressant sur le prix de vente, en fait, pour les Russes du pétrole ou des hydrocarbures. Jusqu'à quel prix c'est encore rentable pour la Russie? En fait, c'est toujours rentable pour la Russie. La question, c'est qu'elle elle gagne de toute manière de l'argent, elle vend pas à perte. Mais les hydrocarbures contribuent au budget de la Russie. Donc à hauteur de alors le but, c'est d'atteindre 22%, et aujourd'hui, on doit être à 28%. Donc effectivement, cette année, les hydrocarbures rapporteront moins parce qu'il y a eu, c'est comme vient de l'expliquer Vladimir Poutine, il y a l'OPEP+, qui a pris des décisions, comme les prix baissaient, de baisser la production. Donc la Russie a produit 1% de moins que ce qu'elle produisait en 2024. Mais comme les prix ont baissé, la Russie va gagner moins d'argent. Mais elle a, pour se compenser ce manque à gagner, elle a son fonds du bien-être national, qui est le fonds souverain, qui sert aux projets nationaux, à financer la guerre et à équilibrer le budget quand il est en déficit. Donc voilà. Et en même temps, ce fonds du bien-être national est alimenté par les excédents du prix du pétrole par rapport au prix auquel il est fixé en début d'année, en début de l'exercice budgétaire. Et ça peut changer d'une année à l'autre. Donc la Russie sait manœuvrer en gagnant moins d'argent avec du pétrole, mais elle ne vend jamais à perte. Elle a pas besoin. Et comme le disait Fabrice, effectivement, elle a déjà des accords avec l'Inde, avec le. C'est des accords long terme en plus. Voilà, c'est ça. Encore une fois, on peut pas s'en passer. D'ailleurs, ce qui est intéressant quand on voit le 19e paquet de sanctions européen, c'est qu'ils nous annoncent qu'on va essayer de se passer si on peut, parce que c'est quand même, si jamais il y a une crise, finalement, on fera. Donc, en interdisant les contrats à court terme, donc d'ici 6 mois, et les contrats à long terme d'ici 2028. Donc, on aura largement l'occasion de revenir là-dessus. On ne peut pas se passer, encore une fois, de la Russie. C'est effectivement le troisième producteur, le deuxième exportateur. C'est 10% de la demande mondiale de pétrole. Le reste est littérature. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, Trump a bien dit, là je reprends du coup Fabrice qui est de retour parmi nous, Trump a bien dit, Fabrice, qu'il n'était pas certain que les résultats seraient au rendez-vous finalement. Il a dit on verra bien d'ici 6 mois si ça fait effet sur Mais en fait, je pense qu'il le sait parfaitement que ça sera pas, que les résultats ne seront pas au rendez-vous. En revanche, ce qu'il a fait, clairement, c'est qu'il a donné un avantage compétitif pour quelques mois à son industrie pétrolière à lui. En fait, c'est du pur business parce que c'est évident que ça fonctionnera pas. Ça n'a pas fonctionné depuis 3 ans et demi. Ça a continué à ne pas fonctionner, voilà. Et je crois que tout le monde le sait. Pétrole, tout à fait, ça a augmenté les prix du baril de 5% quand même. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Joe Biden n'avait pas pris ces sanctions-là. Les sanctions que prend Trump, c'est des sanctions qui n'ont pas été prises par Joe Biden, parce que si Joe Biden les avait pris, ça aurait été pendant les élections, la campagne présidentielle, et ça va provoquer une augmentation du prix du carburant. C'est-à-dire le contraire de ce qu'a promis Trump à son électorat. Donc évidemment, ça va faire le bonheur des producteurs de pétrole de schiste, puisqu'on sait que les coûts de production du schiste sont supérieurs à ceux du pétrole normal. Et donc ce que fait Trump, c'est une manœuvre qui aura un impact en interne qui sera pas très bon pour sa base MAGA, mais qui va faire le bonheur des producteurs de schiste, donc de pétrole de schiste. Voilà, c'est. Fabrice, on peut aussi dire, et là je vais afficher à l'écran justement la vidéo de la réaction de Poutine. On a vu un Poutine quand même pas super souriant, pas super heureux hier. Notamment, il y a même un journaliste qui est revenu sur la question des Tomahawks, parce qu'après tout, si Trump change tout ce qu'il dit tous les jours, il peut aussi changer la question des Tomahawks. Et là, Vladimir Poutine, que l'on voit à l'écran, qui
qui n'était pas le plus souriant du monde, qui n'était pas le plus joyeux, a très clairement menacé en cas de frappe sur le sol russe avec des tomahawks. Comment on peut interpréter alors Poutine si on prend en compte que c'est pas grand-chose finalement, ces nouvelles sanctions, etc. Non, mais en fait, c'est les nouvelles sanctions plus tout ce qui s'est passé, la séquence sur les Tomahawks où un coup Trump a soufflé le chaud, puis le froid, etc. Là, on a vu que le Wall Street Journal a récemment dit que finalement, il avait accepté que les Ukrainiens fassent des frappes en profondeur, puis il est revenu dessus en disant non. Je dément, je n'ai pas accepté. Mais en fait, les Russes sentent qu'il y a quelque chose quand même qui est en train de se passer. Donc ça, plus le fait que Trump ait finalement annulé ou ajourné, en tout cas, la rencontre à Budapest, en Hongrie, tout ça, je crois que ça fait que la diplomatie russe, que le Kremlin commence un peu à en avoir ras-le-bol et se disent voilà, donc en fait Trump n'est pas mieux que les autres. Alors, et on est surtout, ouais, non, mais moi je pense que comme l'a dit Medvedev, en fait là, cette séquence-là montre aujourd'hui, jusqu'à présent, on pouvait dire que Trump essayait d'une façon assez objective de créer les conditions pour un cessez-le-feu, d'arrêter cette guerre, etc. Là, il est en train de rentrer, en fait, de prendre parti contre la Russie. Et c'est clairement ce qu'a dit Medvedev. Et moi, je suis assez d'accord avec lui. Medvedev a dit noir sur blanc. Il a dit jusqu'à présent, on pouvait dire que cette guerre était celle du sénile Biden. Maintenant, ça sera aussi celle de Trump. Voilà, c'est le titre de notre émission. Moi, cette fois, voilà. C'est la guerre. Non, c'est la guerre déclarée. Non, on n'en est pas là. Non, mais ce qui est. Mais par contre, là, ça y est, là, il a les deux pieds dedans. Et aujourd'hui, je pense que les Russes ont pris acte du fait que Trump avait pris des positions hostiles envers la Russie. Xavier, ça, tout à fait. Ouais, non, Xavier, est-ce que ça se sent côté russe? Alors, la perception de Trump, est-ce que les Russes en ont marre de Trump? Je voudrais revenir là-dessus. C'est que d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit dans mon bulletin de vendredi. C'est que Trump fait désormais partie du club des perdants. Et j'en suis bien malheureux pour lui. Mais le moment où il pouvait dire c'était la guerre de Biden, c'était pas la mienne, en mettant ces sanctions, il a rejoint le club des losers. Et ça, c'est définitif. Puisque même maintenant, s'il faisait marche arrière, c'est trop tard. Il a rejoint le club des losers. Donc, tant pis pour lui. Parce que je veux pas qu'on me méprenne par rapport à ce que je dis. Je pense que Trump essaie réellement de trouver une solution. Je pense qu'il n'y arrive pas. Et je pense que de toute manière, c'est pas important, puisque ce qui va faire la différence, c'est l'armée russe. La guerre en Ukraine, elle cessera quand l'armée russe aura permis à Vladimir Poutine d'atteindre ses objectifs. Et tout le reste, là aussi est littérature. Est-ce qu'on va vers une escalade de la guerre? Non. De toute manière, les fondamentaux qu'on a évoqués souvent dans cette émission, c'est-à-dire ce sont deux grandes puissances nucléaires qui peuvent mettre fin à l'histoire de l'humanité sur un claquement de doigts. Donc, ça n'ira pas plus loin. Et encore une fois, sur le problème des Tomahawks, encore une fois, c'est que Zelensky en a parlé, je pense, sans même en demander l'autorisation à l'administration américaine. Et je pense que c'est pour ça qu'il s'est fait humilier vendredi dernier. Parce que c'est quelque chose de grave de parler, d'expliquer qu'il va demander des Tomahawks à Trump, alors que sur un Tomahawk, on peut mettre une ogive nucléaire. C'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas du tout passé, non seulement aux côtés de Trump, mais chez des gens comme J.D. Vance ou comme Rubio. Je ne suis pas persuadé, Xavier, que Donald Trump ait compris cette subtilité. Je pense que ce sont les Russes qui lui ont gentiment rappelé cette subtilité. Alors, je reviens à ma question. C'est hyper important. Il faut voir comment ça s'est passé. Ça s'est passé. Trump a appris que Zelensky avait demandé des missiles Tomahawk par une question d'un journaliste. Je te conseille de regarder la tête de Trump quand on lui pose la question. Il ne sait même pas exactement ce que c'est qu'un Tomahawk quand on lui pose la question. Donc ça, je pense qu'il n'a pas apprécié. Ensuite, ce qu'a dit Vladimir Poutine, et on a eu les détails, c'est que la conversation téléphonique qui a duré 2h30, c'est à la demande de Washington. Donc, Trump a appelé Poutine alors que Zelensky était dans l'avion pour venir le voir. Donc en fait, c'est Trump qui est demandeur, c'est pas Poutine. Et ensuite, Poutine a dit l'idée de faire une rencontre à Budapest, c'était une idée de Donald Trump. Il veut plus la faire. Voilà, moi je pense que les Russes. Xavier, revenons à notre fil directeur. Est-ce que les Russes en ont marre de Trump?
Mais c'est pas une question d'en avoir marre, c'est une question qu'il faut faire avec. C'est le président des États-Unis. Et autant ils peuvent faire comme si Macron ou même Friedrich Merz n'existait pas, autant Trump, il va falloir faire avec. Donc, ils sont patients. Il y a quand même, je pense, un bon côté, c'est que avec Trump, ils ont réappris à faire de la diplomatie. C'est-à-dire que finalement, on ne sait pas ce qui se dit. On ne sait pas ce qui s'est dit pendant 2h30. On ne sait pas. On sait que les négociations entre Anchorage et la séquence auquel on vient d'assister ont continué. Et on sait que c'est très discret et que notamment une partie d'ailleurs du ministère des Affaires étrangères russe n'est pas au courant. Alors, Ryabkov avait fait des déclarations qui montraient qu'il n'était pas au courant en fait des négociations qui continuent entre Witkoff, Dmitriev, ou Oreshkin, je ne sais plus comment il s'appelle, le conseiller diplomatique de Poutine. Ushakov, oui, c'est ce conseiller économique. Donc en fait, voilà, les Russes ont compris comment il fallait travailler avec Trump, et de toute manière, encore une fois, les sanctions, ils s'en moquent, et l'armée russe avance. Trump aboie et l'armée russe avance. Voilà, c'est tout ce qu'on peut pour résumer. Ça fera un beau titre pour une prochaine émission. Fabrice, pour finir sur cette séquence, et puis après on va passer à d'autres considérations, d'autres thèmes. On dit toujours ici que finalement c'est le dernier qui a parlé à Trump qui a raison. Est-ce qu'entre-temps, les Européens ont été très actifs pour essayer de démonter cette fameuse rencontre de Hongrie? Est-ce qu'on peut imaginer que les canaux ou téléphones entre l'Europe et Trump aient fonctionné, et que, eh bien, comme les Européens sont les derniers à avoir parlé à Trump, éventuellement, ça a fait modifier je dirais, le point de vue de Trump sur cette fameuse rencontre? Parce que je vois pas, excusez-moi, hein, je ne peux pas comprendre qu'un président des États-Unis, justement, quand Xavier a raison, aussi puissant soit-il, n'ait pas anticipé avant d'annoncer la rencontre potentielle en Hongrie, n'ait pas anticipé tout ce qui se passait, quoi. Voilà. Non, mais en fait, en tout cas, c'est ce que Orban pense. Il pense qu'effectivement, l'Union européenne a tout fait pour faire dérailler la machine et faire en sorte que cette réunion ne se passe pas. Mais je pense qu'il y a eu effectivement, il y a une part de vérité là-dedans. Ça, c'est clair et net que Macron et toute sa clique, Starmer, Merz et compagnie, ont tout fait pour que cette réunion ne se passe pas, parce qu'ils ne veulent pas la paix. Ils veulent continuer la guerre, ne serait-ce que pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Mais je pense aussi que ce qui a refroidi Trump, pardon, c'est le fait que Lavrov ait discuté, je crois que c'est avec Witkoff qu'il a discuté, et qu'il a expliqué que de toute façon, le cessez-le-feu, pourquoi pas, mais pas aux conditions de Zelensky ni de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de toute façon de s'arrêter aujourd'hui sur la ligne de front. Les exigences du Kremlin sont très claires. Ils ont dit, voilà, nous on veut bien cesser le feu, mais au moins vous partez du Donbass, l'armée ukrainienne se retire du Donbass, et ça serait quand même une grande première dans l'histoire de l'humanité qu'une armée victorieuse subisse les conditions de l'armée qui est en déroute pour signer un cessez-le-feu. Et je pense que Trump est en train de se rendre compte de ce qu'est la diplomatie de très haut niveau. Parce que lui, j'ai déjà eu l'autre. Ce que tu dis, tout le monde le sait. Je veux dire, si Trump faisait traduire Paul, si Trump regardait Divergence politique, il saurait. Non, mais Trump a l'habitude, je l'ai déjà dit, il a l'habitude d'écraser ses interlocuteurs. Il a l'habitude de leur parler comme à des esclaves. Quand il parle à Macron comme un esclave, Macron dit oui. Quand il parle aux autres dirigeants de l'Union européenne comme à des esclaves, tout le monde dit oui. Quand il parle à la Russie et quand il parle à Poutine, c'est pas la même chose. Et aujourd'hui, en fait, je pense qu'il a du mal à comprendre ce qu'est la diplomatie de haut niveau, parce qu'il n'en a pas l'habitude. Et aujourd'hui, en fait, il se rend compte qu'il est en face de lui. Ils sont incompétents, donc. Oui. Il y a de la compétence, et il y a en face de lui, juste je termine, il a en face de lui, en fait, tout simplement, un leader souverain qui décide et qui aime son pays et qui veut le bien de son pays. Et Trump, lui, je crois, est persuadé que le conflit en Ukraine est un pur conflit territorial. Il n'a pas compris, en fait, que le conflit en Ukraine prend ses sources dans quelque chose, dans des problèmes beaucoup plus profonds, et que la Russie veut régler ces problèmes-là pour éviter que dans 10, 15 ou 20 ans, il y ait à nouveau une guerre. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez nouveau pour lui. Il est en train de donc il est incompétent. Oui. Pour moi, il y a de la compétence, mais pas que sur la Russie. Il y a de la compétence sur la Chine, il y a de la compétence sur l'Inde, il y a de la compétence en gros, sur les BRICS.
Donc en fait, Tu as raison. il est mal entouré. Et je citais au début de cet entretien Scott Bessent, c'est l'artisan de ce fiasco complet de la politique avec la Chine, de la politique avec la Russie, de la politique avec le Brésil et l'Inde. Et aucun de ces trois pays-là ne pliera. Et bien sûr que la Russie non plus ne pliera pas. Donc oui, moi je pense qu'il y a de l'incompétence. Je pense tout à fait comme Fabrice, c'est-à-dire que finalement il a pris de mauvaises habitudes, un peu comme Zelensky, de parler avec des chefs d'État européens qui cherchent son amitié, qui sont des mamours quand ils se croisent avec des poignées de main viriles. Tout ça lui a fait perdre le contact avec la réalité. Il y a des pays souverains. Il y a même des petits pays, on prend l'exemple de la Hongrie, 10 millions d'habitants, c'est aujourd'hui une des principales puissances européennes parce que Orban exerce sa souveraineté. Voilà, et ça, eh bien, il faut que Trump le comprenne, qu'il s'entoure mieux. Je pense qu'il faut qu'il vire Scott Bessent. Je pense qu'il est possible de travailler avec Rubio, avec J.D. Vance, mais il y a une partie de son admiration. Et souviens-toi, c'était exactement la même chose pendant le premier mandat de Trump. Il a fait venir John Bolton, il a fait venir Pompeo. Et aujourd'hui, ils sont en train de juger Bolton. Donc en fait, c'est toujours cette incapacité de Trump à bien s'entourer. Voilà, même si ses intentions, je pense, sont plutôt bienveillantes. Mais voilà, il y a un problème d'incompétence, effectivement, c'est incontestable. Enfin, c'est dramatique que le président des États-Unis, avec tout ce que ça implique sur le reste du monde, soit suffisamment incompétent pour ne pas maîtriser une situation et en plus ne pas avoir les équipes pour l'aider à comprendre la situation et annonce finalement une réunion à laquelle... Mais en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la Russie. Oui, aujourd'hui, en fait, quand je regarde les commentaires ici en Russie, il y a une grosse partie qui se réjouit du fait que la réunion à Budapest ait été ajournée, parce que ça oui, parce qu'il faut aller jusqu'à Odessa. Ça va permettre à l'armée russe qui se retient depuis plusieurs mois pour essayer de faire plaisir à Trump et d'essayer de trouver une solution diplomatique et politique. Là, ça leur laisse les mains libres pour faire ce qu'ils vont avoir envie de faire et continuer à avancer. Et de toute façon, ce conflit, pour qu'il soit bien réglé, il faut qu'il se règle sur le terrain. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Parce que en face, on a, et c'est pas de la faute des Russes, si je dis ça, c'est parce qu'en face, on a une clique oligarchique de l'Union européenne et qui veut absolument la guerre. Eh ben, on va le voir dans la troisième partie. On va faire une petite pub et justement, on revient à cette fameuse transition que tu nous fais merveilleusement de la clique oligarchique européenne. Allez, petite pub avec Xavier. Allez, messieurs, vous l'avez vu, toutes nos chaînes souverainistes, patriotes, à tendance plutôt de droite en tout état de cause, non assujetties au gouvernement et au président français, sont globalement sur ce que l'on appelle un shadow ban, c'est-à-dire une mise sous cloche de YouTube. Donc, pour contourner ça, il n'y a pas 30 milliards de solutions, les amis. Il faut partager cette vidéo avec vos amis, vos contacts, faire un like, mettre un commentaire pour justement contourner ce mur qui est mis sur nos émissions, qui les rendent en fait de manière concrètement invisible de ceux qui ne sont pas abonnés. Justement, donc abonnez-vous, activez la cloche. Bon, soyez actifs avec nous sur ces émissions. C'est ce que vous faites d'ailleurs dans les sondages. Je le remets à l'écran, notre petit sondage de la semaine. Alors, il y avait une petite faute, c'était pas 52, c'était bien Divergence 53. Le coup de cœur donc que vous avez vu, c'est tout en bas. C'est tout en bas. Vous avez opté pour Xavier. Alors, pardon, j'affiche Xavier en plein moment de détente. Vous avez opté pour justement l'état-major. On va parler un petit peu de ça. Peut-être petite parenthèse pour finir mon introduction. 19e paquet de sanctions, Xavier, côté européen. Ça nous concerne un petit peu, puisque dans ce 19e paquet de sanctions, vous avez vu, les voyagistes européens sont interdits de proposer désormais aux citoyens de pouvoir voyager librement où ils veulent. C'est ça le camp du bien, c'est ça la démocratie. Donc, vous n'aurez plus d'agence de voyage en France qui vous proposera de venir en Russie. Eh bien, ça tombe bien, puisque Divergence politique est sous pavillon américain, donc nous ne sommes pas sous sanction. Si vous voulez venir voyager en Russie, si vous voulez vérifier que l'économie russe fonctionne bien et qu'elle est solide, si vous voulez investir
dans cette économie, eh bien, venez nous rejoindre avec Divergence Service. Vous regardez sur le site internet divergencepolitique.fr, dans la rubrique Service. On a tout, Fabrice, pour satisfaire, pour répondre aux gens du voyage, jusqu'à l'expatriation. Fabrice, on a tout ou pas tout? Tout est en place de ce côté-là. N'hésitez pas à venir, à faire appel à nos services. On sait faire, on a une bonne expérience. Je voudrais quand même poser un coup de gueule, si je peux me le permettre, sur le 19e paquet de sanctions, parce que ces salauds d'Européens ont quand même interdit l'export des trottinettes et des poussettes. Et pour moi qui ai 10 enfants, ça, c'est quand même la ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. Voilà, donc je me retrouve dans une situation. Et les toilettes. Les toilettes aussi. Heureusement, on a la Chine pas très loin qui fournit à peu près tout. Mais quand même, voilà. Pour moi, je voulais passer ce petit coup de gueule parce que je trouve que c'est ça. Mais tu as raison. Mais c'est 19 paquets de sanctions qu'on parle d'interdire. Enfin, je suis désolé, mais les amis, on interdit aux gens de voyager dans un pays. Non, mais ça complètement fou. Alexis, ça, tout le monde a très bien compris pourquoi. Quand un Parisien débarque à Moscou, il est traumatisé parce que c'est propre, parce que c'est bien organisé, parce qu'il n'y a pas d'insécurité et parce que tout est numérisé et que tout fonctionne. Donc moi, je pense que la raison, ils ne veulent pas que les Européens voyagent en Russie. Ils en ont peur. Voilà. Et ben surtout, ils ne veulent pas, parce que quand tu viens ici, tu te demandes mais où est la guerre? La réalité, c'est ça. Et donc, en fait, ce qu'on nous explique que l'économie est au bord du gouffre, ben, n'importe quel voyageur européen en Russie s'aperçoit qu'on se moque de lui. Moi, j'ai eu l'occasion pour les 20 ans de RT d'accueillir les figures de RT en France, c'est-à-dire Alexis Poulain, Didier Maisto et Nadège. Ils étaient, mais Alexis Poulain me disait, mais c'est pas possible de vivre dans un monde parallèle comme ça. Comment est-ce que c'est possible? Et donc, je pense que cette interdiction aux agences de voyage, c'est pour ça, il ne faut pas que les Européens viennent en Russie pour voir à quel point on leur ment. Il y a de plus en plus, qui plus est, sur l'investissement en Russie, il y a de plus en plus, nous, toutes les semaines, avec Divergence Service, on reçoit de plus en plus de gens qui viennent ouvrir des comptes bancaires en Russie. Je pense que, véritablement, ils ont peur d'une fuite de vos capitaux, de nos capitaux, parce qu'à un moment, il faudra bien les saisir. Et s'ils sont partis en Russie, il n'y aura plus de saisie. Je pense qu'ils en ont peur. Revenons à notre thème choisi justement par nos auditeurs actifs sur Telegram, sur le canal Telegram, qui ont choisi donc Xavier, c'est toi le militaire de carrière, donc c'est toi qui vas avoir l'honneur, qui ont choisi de demander ton avis sur la prise de parole de l'état-major français qui a dit que l'armée française serait prête dans 3 ans pour la guerre. Doit être prêt. Oui, mais alors déjà on a découvert enfin le général Mandon, c'est ça. Donc dont le charisme a tout de suite frappé, évidemment, on s'est cru en face de Murat ou de Lannes, tellement il nous a donné envie d'aller combattre à ses côtés. Et finalement, son charisme correspond assez à son physique. Et c'est assez dramatique. Sur le fond, on sera pas prêt dans 3 ans. Pour être prêt dans 3 ans, il faudrait remettre le service militaire maintenant. Voilà. Parce que et remettre en place les structures. Parce que si tout d'un coup tu fais le service militaire, que chaque année tu mobilises, je sais pas, je crois qu'aux dernières années c'était 800 000 Français, jeunes Français. Il faut des casernes, il faut des structures d'accueil, il faut recruter des cadres. Donc ça veut dire qu'il faut s'y prendre maintenant. Pour pouvoir mobiliser, pour pouvoir appeler sous les drapeaux, on va dire dans 1 ou 2 ans. Or, c'est pas ça qu'il a annoncé. Ensuite, il faut se mettre pour le coup. Alors, cette fois, on a perdu Xavier. Fabrice. Non, on a perdu Fabrice. On a perdu Xavier. Fabrice, pardon. On va le retrouver tout de suite. On a l'argent pour financer tout ça, Fabrice? C'est le fond du problème. Justement, la France est déjà endettée à hauteur de 3 500, je crois, milliards d'euros. On a vu que notre note a été dégradée par quasiment toutes les agences de notation. Et on voudrait aujourd'hui nous faire croire qu'en 3 ans, on va pouvoir passer de la situation dans laquelle on est à une armée capable de rivaliser avec la Russie. Juste quelques chiffres. La Russie, c'est 1 500 000 soldats.
La Russie, c'est plus de 7000 chars, c'est des centaines d'avions de chasse. On a quoi en face? On a 80 000 hommes, tout compris dans l'armée de terre. On a quelques dizaines de chars qui fonctionnent et quelques dizaines d'avions de chasse. Et on va nous faire croire qu'en 3 ans, on va pouvoir rivaliser avec cette puissance-là. Et de toute façon, tout est stupide. La Russie n'a aucune intention d'agresser qui que ce soit. La France est un pays nucléaire. Donc de toute façon, ça n'a aucun sens d'essayer de faire peur aux Français en leur faisant croire qu'il y a un danger à l'Est. Là, on est vraiment dans la fabrication d'un ennemi, parce que ce que je crois, moi, c'est que Macron veut continuer à s'accrocher au pouvoir. Il est encore très jeune. Ah, on y arrive. Il a fait 2 mandats présidentiels. Je pense qu'après, c'est la déprime totale pour lui, si jamais, voire même la prison, si jamais il quitte ses fonctions. Et donc, la seule chose qu'il a envie de faire, c'est de nous faire une Zelensky. C'est d'essayer de nous faire croire qu'il y a un ennemi très dangereux à nos portes pour essayer de se maintenir au pouvoir. Je ne vois pas d'autres raisons. Quand on peut éplucher tout Internet, regardez, il n'y a aucune déclaration d'aucun chef militaire ou politique russe qui parle d'aller envahir qui que ce soit. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est stupide. On est vraiment dans la fabrication d'un ennemi imaginaire pour maintenir la pression sur le peuple français. Xavier, les Russes n'ont pas dit qu'ils préparaient leur armée pendant 3 ans pour pouvoir se battre contre la France, effectivement. Mais elle était prête, leur armée. Les Russes, elle était prête. C'était déjà, les Russes ont maintenu le service militaire et ils faisaient des grandes manœuvres plusieurs fois par an, des manœuvres qui pouvaient rassembler jusqu'à 300 000 hommes. Et ils en font encore. Donc en fait, l'armée russe est une armée parfaitement opérationnelle. C'est notamment un des succès de Vladimir Poutine, qui a tiré à partir de 2004. Il y a eu tout un programme de remilitarisation, de reproduction d'armement, de réorganisation de l'armée. 2008, même si les Russes ont vaincu la Géorgie en 5 jours, ça a révélé de graves lacunes au sein du complexe militaro-industriel russe et de l'armée russe. Ça a été pris en compte. Il y a eu toute une politique de modernisation dont la France aurait pu faire partie avec la livraison du Mistral. Moi, jusqu'en 2014, j'ai travaillé pour Nexter ici, et donc il y avait des grands projets de coopération qui n'ont pas abouti, mais les Russes ont continué malgré tout. Donc l'armée russe, elle était prête pour garantir la sécurité de la Russie et des populations russes persécutées en Ukraine. Donc voilà, elle avait un objectif, elle est capable de l'atteindre, mais effectivement, l'armée russe n'a pas aucun intérêt à rentrer dans quoi. Donc ça pourrait être quoi, la Lettonie ou l'Estonie, pourquoi faire? Ça sert absolument à rien. Et ce qui est très bien, c'est que la Russie a un pays tampon entre elle et un des 2 pays les plus agressifs en Europe, c'est-à-dire la Pologne. Il y a 2 pays très agressifs contre la Russie. Fondamentalement, c'est la Pologne et l'Angleterre. Et donc, en fait, elle a aucune raison de vouloir envahir qui que ce soit. La principale raison pour laquelle la Russie est en Ukraine, c'est parce que le régime de Kiev tuait des Russes et voulait organiser une opération d'épuration ethnique du Donbass. C'est pour ça que la Russie est là. Voilà. Donc c'est pas le cas en Estonie. Après, il y a évidemment effectivement dans les pays baltes, les populations russes et russophones sont persécutées, mais à la limite, ils peuvent immigrer en Russie. La Russie a besoin de main d'œuvre. Voilà, c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Tout le monde quitte en fait ces pays croupions à la limite. D'ici 10 ans, il y aura plus personne pour y habiter. Les Russes pourront, si vraiment les Russes ont envie de l'envahir, ils auront qu'à traverser la frontière. Il y aura personne pour les en empêcher. Donc tout ça, c'est Xavier, on est dans quoi alors? C'est ce que dit Fabrice, c'est une préparation psychologique à une prise de pouvoir, un coup d'État électoral? Oui, je pense qu'il s'agit de maintenir la France, la population française sous stress vital, et il s'agit aussi de justifier l'existence des structures supranationales. C'est-à-dire que si jamais tout d'un coup on comprend que la Russie ne va décidément, on a un problème ce matin avec Xavier. C'est ça les sanctions, Fabrice. On t'a perdu toi tout à l'heure. 19e paquet. Le 19e paquet, il est fatal, je peux vous le dire. Voilà, effectivement, ce que dit Fabrice, ce que dit Xavier est intéressant. Est-ce que ça justifie aussi, Fabrice, les structures supranationales comme l'Union européenne? Voilà. Oui, pour se maintenir, parce que là, on en a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission.
la défaite de l'Ukraine, ça va aussi être la défaite de l'OTAN, ça va être la défaite de l'Union européenne. Et ça, c'est leur grande crainte. Donc, pour maintenir en fait ces grandes structures supra-étatiques qui prennent le pouvoir à la place des pays qui en sont membres, ils doivent continuer cette guerre qui est en fait déjà perdue par l'Ukraine. Parce que d'ailleurs, c'est quand même intéressant, parce que quand on écoute le général Mandon nous dire qu'après l'Ukraine, ça va être d'autres pays, ça veut dire qu'ils ont déjà acté le fait que l'Ukraine avait perdu la guerre. Et ça c'est quand même drôle, parce que on a entendu pendant 2 ans et demi l'inverse sur tous les plateaux de télévision. Et aujourd'hui, en fait, ça, ils l'ont acté, mais ils ne le disent pas aussi ouvertement. Donc d'un côté, ils continuent à dire que la Russie, quand même, elle subit d'énormes pertes, que c'est compliqué pour elle. Mais en réalité, quand ils parlent de se tenir prêt pour se confronter à l'armée dans 2 ou 3 ans, c'est parce que implicitement, ils ont déjà acté le fait que la Russie avait gagné la guerre. Donc voilà, on est dans une schizophrénie complètement hallucinante. D'ailleurs, c'est la ligne rouge qu'avait fixée Le Cornu dans Valeurs Actuelles, dans l'interview qu'il avait donnée il y a quelques mois, quand il était encore ministre de la Défense. Il avait dit la ligne rouge, c'est la démilitarisation de l'Ukraine. Donc ça veut dire que les pertes de territoire, c'est bon, c'est pas une ligne rouge. Donc en fait, effectivement, il y a tout un discours qui est en train d'être produit, des narratifs qui vont être produits pour nous expliquer que même si la Russie a battu à plat de couture une coalition de 40 pays, dont les États-Unis, depuis Trump, eh bien, malgré tout, c'est pas comme si elle n'a pas vraiment gagné. Voilà, on en est là. Et donc, il reste le discours, il reste et le général Mandon fait partie de ce discours. La différence, c'est qu'il a vraiment aucun charisme. Déjà que Bucard n'en avait pas beaucoup, mais alors lui, c'est un pilote, hein. Donc c'est pas un chef c'est pas un meneur d'hommes, c'est un pilote. Et c'est pas rien d'ailleurs si Macron a nommé un pilote comme chef d'état-major des armées. C'est quand même significatif. On avait eu un amiral, l'amiral Langsad notamment. On a eu surtout des généraux de l'armée de terre, ce qui est normal. L'armée de terre est la première armée, la priorité. Et là, il nomme un de ses proches, qui était son chef d'état-major particulier, quelque chose comme ça. Il le met à ce poste-là, parce qu'il est proche de lui. Voilà. Et aussi, pour voir aussi une chose, c'est qu'un général d'aviation sera bien plus proche de l'OTAN qu'un général de l'armée de terre. Moi, je sais que j'ai des contacts avec des amis qui servent encore dans l'armée de terre. L'armée de terre, elle est pro-russe. 80% des officiers français, de par leur formation, parce que quand même, on travaille des études d'histoire, de relations internationales, etc., etc. Donc, il y a une conscience politique qui est bien supérieure dans l'armée de terre grâce à ça, alors que dans la marine ou dans l'armée de l'air, c'est une formation uniquement scientifique. Et dans la marine, il y a quand même, on va dire, on est à 50-50, 50% pro-OTAN, 50% pro-français, donc pro-russe, on va dire. Mais dans l'armée de l'air, c'est une armée qui a toujours été quasiment intégrée à l'OTAN. Et ça génère des générales Mandon. Et encore une fois, il est seul dans son avion. Je respecte, j'ai beaucoup de respect. Moi, j'ai essayé de passer mon brevet de pilote. C'est très, très dur de piloter un avion. Mais le fait est que c'est une chose de piloter un avion, c'en est une autre de mener une section, une compagnie, un régiment au combat. Et justement, question sur ce thème, Fabrice. Je rebondis sur ce que Xavier dit. Est-ce qu'on a, tu sais, c'est comme dans le film Rambo, c'est pas ma guerre. Justement, pour nos soldats français, est-ce qu'ils iraient véritablement mourir pour se battre avec des Russes on ne sait pas trop quoi, pour Lyof? En fait. Décidément, les sanctions, c'est horrible. Xavier prend la parole. Les sanctions, c'est horrible. Ce matin, c'est un cauchemar. Je suis désolé. Un par un, on vous perd. Je suis là. De retour. Voilà. Non, je disais, à part les forces spéciales qui, effectivement, pourront, et d'ailleurs, elles y sont déjà, on le sait, mais effectivement, l'armée de terre en général dira non. Et non seulement elle dira non, mais en plus de ça, même si elle disait oui, qu'est-ce que ça changerait? Vladimir Poutine a dit qu'il y avait 700 000 soldats russes sur la ligne de front. Qu'est-ce que changerait quelques dizaines de milliers de soldats français en plus? C'est le premier point.
Le deuxième point, c'est qu'on nous parle sans arrêt Mandon nous dit donc dans 3 ans, il faut être prêt. Alors moi, je veux bien, mais au-delà du fait qu'on n'a plus de complexe militaro-industriel, au-delà du fait qu'on n'a pas les financements pour ça, il y a aussi une question de vitalité du peuple. Ça fait des dizaines d'années qu'on enseigne à nos enfants dans les classes primaires que être nationaliste, être patriote, c'est du fascisme et que ça rime à rien. Depuis quelques années, on leur apprend la théorie du genre, le wokisme, le LGBTisme, etc. Et du jour au lendemain, on va dire à ces jeunes-là, qui vont avoir 18 ans dans 3 ans, on va leur dire, bah ouais, mais maintenant il faut aller à JFK, il faut aller sur la ligne de front à moins 20 degrés et vous battre contre des Russes qui ont une expérience déjà de 4 ans de guerre. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est démentiel. C'est C'est 1000 morts. Si jamais on arrive à envoyer, déjà ce sera 5000 hommes, ce sera 1000 morts le premier mois. 1000 morts. Et ça, dans l'opinion publique française, je ne suis pas sûr que quiconque accepte plus que de 1000 devoir morts, je suis rentrer désolé, ce serait une 1000 guerre. cercueils. 1000 Ce cercueils serait par la mois. guerre officiellement entre la France et la Russie. C'est un peu plus sérieux Mais que. il ne peut pas y avoir de guerre entre la France et la Mais oui. Russie. La France est une puissance nucléaire, la Russie est une puissance nucléaire. Je veux dire, ça existe que dans la tête d'un Fabien Mandon, du général Mandon ou de Macron pour faire peur aux Français. Ça n'existe Eh pas. bien, Il n'y justement, aura alors, jamais de guerre entre politiquement, la France et la Russie. dernière question, messieurs, comme ça on finira ce podcast sur une question politique. Xavier, pourquoi il n'y a pas la moindre réaction politique à ce genre de choses? Pourquoi le Rassemblement national, qui est le premier parti d'opposition, pourquoi, je ne sais pas moi, les Insoumis, les LR, le PS, pourquoi personne ne monte je dirais à la tribune pour dire qu'est-ce que c'est que ce bazar? En ce qui concerne le Rassemblement national, je pense qu'il y a Laurent Zon qui a publié un tweet jeudi, où il définit en quelques mots exactement la réalité de la situation. C'est on va voir entre Alice Weidel, la patronne de l'Alternative für Deutschland, et Marine Le Pen, qui a suivi la bonne stratégie. Alice Weidel n'a rien lâché sur la guerre en Ukraine. Et elle s'est même rendue cette semaine à Budapest pour soutenir Viktor Orban. Résultat, son parti est en train de prendre le large dans les sondages, à tel point que la question pour la CDU-CSU de Merz de s'allier avec l'Alternative für Deutschland est désormais à l'ordre du jour. Alors Merz n'en veut pas, mais une bonne partie de la CDU-CSU en a envie. Côté Rassemblement national, c'est exactement l'inverse qu'elle a fait. Non seulement d'ailleurs sur la question russe, mais sur les questions sociétales, sur les questions économiques. C'est-à-dire qu'elle a voulu systématiquement donner des gages et s'aligner sur le système pour espérer accéder au pouvoir. Elle a eu tort. Si aujourd'hui elle avait été sur une ligne beaucoup plus indépendante sur le modèle d'Alice Weidel, je pense qu'elle serait encore bien plus haut dans les sondages et qu'elle représenterait une vraie alternative. Aujourd'hui, la force du Rassemblement national, c'est qu'il n'y a pas de parti nationaliste ou de parti réellement souverainiste qui a la possibilité d'avoir accès aux grands médias régulièrement. Parce que sinon, ce serait une véritable catastrophe pour le RN, il disparaîtrait de la vie politique parce qu'elle a tout lâché. Et donc, effectivement, en France, il n'y a pas d'opposition. C'est un des rares pays, même en Italie où Meloni est totalement alignée sur l'OTAN, à l'intérieur de sa coalition, vous avez Salvini, on se souvient qu'il portait un t-shirt à l'effigie de Poutine sur la place rouge. Et sans compter ce qui se passe dans toute l'Europe de l'Est. Dernières élections en Tchéquie, la Hongrie, la Slovaquie, donc la Roumanie aurait dû passer nationaliste anti-guerre si jamais les élections n'avaient pas été truquées. Pareil pour la Moldavie. Donc là, ça aurait été plutôt socialiste anti-guerre. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on va finir par être, et c'est ça qui me fait peur, moi, c'est qu'on va finir par être le dernier pays où la totalité de la classe dirigeante représentée au Parlement est pro-guerre et anti-russe. Et ce qui fait que si Alice Weidel, si l'Alternative für Deutschland, et on va dire la partie nationaliste de CDU-CSU arrive au pouvoir, ça va être le retour de l'axe Berlin-Moscou, et nous, on va être complètement isolés de la grande politique européenne. Et c'est ça, la responsabilité, c'est le Rassemblement national qui n'est plus, depuis une dizaine d'années, un parti d'opposition, mais une partie du système. C'est plus un parti, c'est une partie du système. Fabrice, le mot de la fin pour clôturer cette émission, du coup, politiquement, est-ce qu'on est lâche là ?
Pardon? Je disais politiquement, sommes-nous lâches? Oui. Ah oui, en tout cas, nous, non, mais les partis politiques français, oui, complètement. Marine a tout lâché, absolument tout. Elle a lâché sur les questions sociétales, la manif pour tous, elle a lâché derrière sur l'Union européenne, sur l'euro, elle a lâché quasiment même sur l'immigration. Et aujourd'hui, elle a lâché la Russie. Et si aujourd'hui elle ne dit rien par rapport aux stupidités que vient de sortir le général Mandon, c'est parce qu'elle a peur. Elle a peur du système. Elle a peur que le système l'écrase encore plus. Elle a toujours essayé de donner des gages en pensant que c'était la meilleure stratégie, moyennant quoi elle est inéligible. Et en fait, elle a absolument rien obtenu. Mais je pense qu'elle est rentrée en fait dans cette mentalité-là et qu'aujourd'hui c'est compliqué pour elle d'en sortir. Et c'est pour ça qu'on ne l'entendra pas dire quoi que ce soit à l'encontre voilà, d'un Macron ou d'un général Mandon. Et c'est pas un C'est Jordan triste. Bardella duquel viendra le salut. Il faut quand même se souvenir. Politique Il faut quand internationale, même il connaît pas grand-chose. Ouais. Il faut quand même se souvenir en 2022, quand Zelensky parlait en audioconférence devant le Parlement français et qu'il menaçait nommément les entreprises françaises qui étaient encore en Russie, le standing ovation auquel il a eu droit par tout le monde, y compris le Rassemblement national. Et les poignées de main amoureuses entre Jordan Bardella et Zelensky au Parlement européen, c'est quand même, alors que ce type-là attaquait les entreprises françaises. Le Rassemblement national ne protège pas l'intérêt de la France ni l'intérêt des Français. Il suit une idéologie qui est globaliste et qui donc veut que les décisions de politique étrangère française soient prises non pas pour l'intérêt de notre pays, mais pour maintenir cette espèce de structure, de ces structures supranationales que sont l'OTAN et l'Union européenne. C'est tout. Messieurs, merci mille fois. 51, presque 52 minutes passionnantes pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement. Encore une fois, je pense qu'on est vraiment sur une période capitale, charnière de ce conflit. Alors, Xavier, vendredi, tu nous as parlé de quoi sur RT en français et dans Stratpol? Bah, évidemment, on va revenir sur les sanctions qui ont été prises par Trump, sur le rendez-vous manqué de Budapest, sur l'humiliation de Zelensky quand même vendredi dernier, c'était effarant. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, il n'y a pas de vol des actifs russes. Donc ça, c'est un sujet. Ils n'osent pas. Il s'est repoussé. On avait annoncé une déclaration. C'était dans Politico, notamment jeudi, donc des élites dirigeantes européennes. Et finalement, c'est renvoyé au mois de décembre. Donc, ils n'arrivent pas à franchir le pas. Or, s'ils ne font pas ça, il n'y a plus d'argent pour financer l'Ukraine. Et le but, c'est qu'elle continue de se battre encore pendant 3 ans. C'est le but qui a été annoncé par Jean-Noël Barrot, par Radoslav Sikorski, ministre des Affaires étrangères polonais. Donc là, on est sur un moment, on vit un moment charnière. Hein. Ils doivent trouver 60 milliards de dollars rapidement. Allez, Fabrice, toi, toute cette semaine sur ton canal, tu as accès sur quel type d'informations? Est-ce que tu as parlé un petit peu du Venezuela? Venezuela, faudrait qu'on revienne un jour sur la situation d'ailleurs, messieurs. Depuis ce matin, vendredi, oui, justement, Ouais. parce que là, C'est Trump chaud. a fait des déclarations toutes récentes en disant qu'il allait envoyer des troupes au sol pour aller tuer les dealers et les cartels de drogue, etc. Donc, mais bien sûr, c'est pas la raison. On sait très bien pourquoi il y va. Il y va pour mettre Le pétrole. bah, bien sûr. Enfin, je veux dire, quand on sait en fait que c'est la CIA qui dirige tous les cartels de drogue depuis des années pour alimenter voilà les caisses dont ils ont besoin pour faire des guerres iniques. Voilà, c'est complètement stupide. On sait très bien la véritable raison. Donc là, oui, effectivement, j'ai un œil attentif sur ce qui se passe au Venezuela, mais cette semaine, j'ai essentiellement parlé eh bien, du rendez-vous manqué de Budapest et aussi un petit peu de ce qui se passe au Moyen-Orient, puisque malgré le cessez-le-feu, Israël a repris quand même quelques bombardements sur Gaza. Comme on pouvait s'y attendre, la guerre éternelle de Trump n'aura duré que moins de 5 jours. Oui, 4 jours exactement, effectivement. La paix éternelle. Trump, Pardon, la paix éternelle.
En fait, oui, c'est la guerre, c'est un guerre lapsus éternelle, assez c'est un révélateur. lapsus révélateur. Trump, ce magicien, un petit peu ce ballon d'or, prix Nobel de la paix, Oscarisé, Césarisé, voilà, Superman, quoi, quelque part. Mais finalement, ça se passe pas super bien. Ces fameuses 8 paix, bientôt 9. J'adore le concept. J'ai 8 paix, bientôt 9. C'est merveilleux. Messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis d'ici là, eh bien, écoutez, à toutes et à tous, passez de bons moments avec Thierry Barani, avec Nicolas Mirkovic, avec Claude Janvier et avec la semaine prochaine Xavier et Fabrice sur Divergence Politique. À toutes et à tous. Bonne fin de semaine. Au revoir.